Initié par le centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPEM, la première édition du forum social Innova a débuté ses activités ce matin au Palais des Congrès. C'est le président de la République qui a présidé la cérémonie. Célébration ce jour de la journée internationale de la promotion de la langue nationale. Ici à cette occasion, les autorités s'activent pour promouvoir la pratique donc des langues nationales au niveau régional. Mardi 21 février 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivra ce journal-là. Affaire de virement de près de 200 milliards de francs CFA, toujours au cœur de l'actualité au Niger. Dans son dernier numéro, le bi-hebdomadaire nigérien, l'événement est revenu aussi sur ce virement avec d'autres détails. Selon ce journal, cette somme aurait servi à la libération des otages d'Arlit. Steve Blito. Rapporté par le courrier du jeudi 16 février dernier, l'affaire de virement de près de 200 milliards de francs CFA dans un compte bancaire à Dubaï est toujours à la une des débats au Niger. Elle l'est aussi dans certains journaux parus cette semaine. C'est l'exemple de bi-hebdomadaire l'événement du 20 février 2017 qui consacre toute sa une à cette affaire. Le vrai et faux virement de 200 milliards de francs CFA, écrit le journal qui apporte quelques éléments d'information de plus. Pour ce journal, cette opération a été montée par les réseaux français via Areva et leurs amis nigériens au pouvoir pour mobiliser à travers du faux de l'argent devant servir à payer des rançons et libérer des otages enlevés à Arlit en 2010. Un sujet sur lequel une chaîne de télévision française a enquêté dans son émission Envoyé spécial diffusée récemment. L'argent est compté par à côté. Oui. L'argent est compté par ACMI. D'accord. Enfin, l'argent est compté par ACMI sous les yeux d'à côté. Sous les yeux d'à côté. D'accord. Il y a des rumeurs d'évaporation comme il y en a dans toutes les remises d'argent. J'ai pas vu ça. Vous n'avez vu ça nulle part? Non. D'accord. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'affirmer que c'est impossible qu'il y ait eu une évaporation ou de l'argent pris par quelqu'un en cours de route? Parce que l'État sait très bien ce qui a été négocié, puisque j'en ai moi-même, je m'en suis porté de garant au nom de Mohamed à côté. Donc c'est moi qui apporte la garantie de l'État français. Et l'État sait très bien ce qu'il a demandé à monsieur le directeur général des GSE de décaisser. Et donc il peut comparer que les comptes sont parfaitement exacts. L'affaire des otages d'Arlit cache encore de nombreux secrets. Sur la rançon versée à ACMI en échange de la libération des otages, on parle de plus de 30 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez ce montant? Est-ce que vous étiez là lors de la remise de l'argent? Moi, j'ai donné ma parole que je ne parlerai jamais de certaines affaires qui sont passées sur le terrain. Ça, je ne le ferai jamais. Sans parler du montant, est-ce que vous étiez bien là lors de la remise de l'argent aux ravisseurs? Est-ce que vous pouvez dire s'il a été versé intégralement ou s'il manquait de l'argent? Je vais vous dire une chose. Quand les djihadistes demandent quelque chose et que vous avez convenu ensemble que cette chose-là leur sera donnée, si vous ne tenez pas parole, vous n'aurez jamais, au grand jamais, ce que vous cherchez, à savoir la libération des gens qui sont occupés. Pour l'événement, l'histoire a fini par rattraper les autorités françaises et nigériennes quant à cette affaire de paiement de rançon pour la libération des otages d'Arlit. Une question à laquelle le président de la République, Issoufou Mahamadou, n'a pas voulu répondre en 2012 sur RFI. La question que tout le monde se pose, Monsieur le Président, est de savoir si une rançon a été payée et par qui, bien sûr. Ce dont il faut se réjouir, c'est que ces otages qui ont passé de dures épreuves, qui sont restés pendant des mois isolés, qui sont restés pendant des mois loin de leur famille, le plus important, c'est de noter aujourd'hui que ces otages sont en liberté. Cette affaire de virement de près de 200 milliards de francs CFA abordée par deux journaux à l'intervalle d'une semaine suscite beaucoup d'interrogations au Niger. Les autorités doivent éclairer les Nigériens réellement sur ce qui se passe car la sortie du ministre Hassoumi Massaoudou le samedi dernier n'a pas convaincu beaucoup de citoyens par manque de preuves matérielles. C'est l'un des titres de cette édition c'est lancé donc pour 3 jours. La première édition du forum Sahel Innove a débuté ce mardi au Palais de Congrès. Une initiative du centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPEM. C'est le président de la République Issoufou Mahamadou qui a présidé cette cérémonie. Abdourazak Hamidou et Cheikh Guisso pour le reportage.
Placé sur le thème pour un développement durable au Sahel, le Forum Sahel Innove en est à sa première édition. L'activité qui nous réunit aujourd'hui est une initiative du CIPMEN et de ses partenaires. C'est 7 incubateurs de 7 pays du Sahel qui ont mis en commun leurs efforts pour réunir des entreprises innovantes ici à Niamey et voir comment faire passer à l'échelle ces innovations-là à travers donc des discussions, une exposition, mais surtout ce lancement pour lequel le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, nous a fait l'honneur de sa présence, mais également Madame Michaël Jean, la marraine de cet événement-là, qui étaient tous présents et qui donnent véritablement un cachet, une visibilité à toutes ces entreprises innovantes qui font des choses formidables pour le Sahel. C'est une fierté pour nous qui avons organisé, il vous souviendra, en 2012 et 2014, le Forum international de la jeunesse sur les emplois verts. Donc c'est pour nous une renaissance de voir le CIPMEN organiser Sahel Innove. Ce n'est qu'une première parce que la jeunesse nigérienne en a besoin, la jeunesse rurale surtout. Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, est la marraine de cette édition placée sous le haut patronage du président de la République, Issoufou Mahamadou. Mon cœur est comblé par toute cette énergie qui est manifestée ici, dans ce pays qui a donné à l'Agence de coopération culturelle et technique, ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie, l'un de ses éminents hauts responsables, le professeur Dan Diko Dan Koulodo. Je repartirai aussi avec le sentiment d'être revenu aux sources philosophiques de la francophonie, dans ce pays qui a donné à la francophonie l'un de ses pères spirituels, Dioro Amani. Cette cérémonie dédiée à l'ingéniosité, à la créativité, à l'esprit d'imagination et d'innovation des jeunes, femmes et hommes de l'espace francophone. Une initiative saluée par tous les participants, dont, entre autres, la responsable générale de la ferme Mater Marichès ou encore ce jeune entrepreneur. Je suis agro-entrepreneur et je suis donc la promotrice de la société Mater Marichès qui est basée dans la commune 5 de Niamey. Donc c'est une ferme de 2 hectares, une ferme intégrée où tout se transforme, rien ne se jette. Nous faisons la pisciculture, essentiellement les poissons de tilapia et de silure. Nous avons sur 1 hectare, une superficie d'1 hectare du moringa. Nous avons aussi des vaches pour le lait, des chèvres rousses de Maradi aussi pour le lait et puis plus tard du fromage. C'est un sentiment de fierté d'abord, de savoir que ça bouge au pays. Parce que vous savez, quand on est jeune, quand on est entrepreneur, c'est pas facile. Il y a tout un tas de problèmes qu'on rencontre. L'entrepreneur a besoin de soutien, que ce soit pas seulement soutien financier, mais soutien moral, mais aussi institutionnel. Ce forum qui s'étalera sur 3 jours est l'œuvre de 7 incubateurs de 7 pays du Sahel, dont le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, la Guinée ou encore la Mauritanie. Promouvoir la langue maternelle au Niger, c'est entre autres objectifs visés à travers la célébration de la 18e édition de la Journée internationale des langues maternelles. Occasion pour les autorités en charge de la promotion des langues nationales ici au Niger de revenir sur l'importance de la formation bilingue au Niger. Précision avec Kanapi Sasakou et Halidou Bourema. La langue maternelle, c'est d'abord la langue d'attachement, d'affirmation de son identité. Quand vous relevez vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue, c'est le thème retenu pour cette édition 2017 de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année. L'importance de cette journée n'est plus à démontrer. La Journée internationale de la langue maternelle fait également écho de l'objectif 4.6 des ODD, Objectifs mondiaux du développement durable, ODD, qui dit d'ici 2030, veiller à ce que tous les jeunes aient une promotion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire
et Conté. Donc la journée internationale des langues maternelles est célébrée pas uniquement à Niamey, mais sur l'ensemble du territoire national et sur l'ensemble donc du continent africain et au-delà, tout le monde entier. Au secrétaire général d'évoquer la question des langues qui seront enseignées au Niger. Pour le moment, nous sommes dans 5 langues et au niveau du choix des langues, l'enseignement se fait en fonction de la langue du milieu. Est-ce que vous voyez? Vous prenez une région comme Difa, prenez un exemple à tout hasard. Donc vous prenez une région comme Difa. Donc nous savons dès que nous partons dans cette zone-là, quelle est la langue dominante. On ne peut pas aller là-bas et dire on va faire un enseignement en germain parce que vous allez trouver très peu d'enfants qui comprennent le germain. Donc l'objectif c'est d'enseigner l'enfant dans sa langue. Nous sommes ici à Niamey, donc là c'est un mixage. Vous pouvez avoir en germain, en Hausa, en Tamashek, parce que Niamey, vous avez presque une mosaïque de population. Donc le choix se fait en fonction de la langue dominante du milieu. Des chansons et poèmes en langue maternelle sur divers sujets ont été faits afin d'interpeller la conscience des hommes et des femmes. Rappelons enfin que la Journée internationale de la langue maternelle a été instituée par l'UNESCO depuis 1999. Au Niger, où 10 langues nationales sont officiellement reconnues, les autorités envisagent des programmes de formation dans les différentes régions. Précision avec le Dr Malam Garba Maman et le conseiller technique du ministère des Enseignements primaires. Une langue maternelle, c'est d'abord la langue d'attachement, de l'affirmation de son identité. Quand vous relevez d'une ethnie, on vous reconnaît par votre langue. D'ici, germain. Donc, je parle germain. On dit qu'il est germain comme moi. Et même si ce n'est pas germain, si on m'entend parler germain, il y a déjà un point de communauté avec celui qui parle germain, nous nous reconnaissons. La langue, c'est un élément de la culture, mais aussi c'est le support de la culture, de toute l'éducation que nous recevons. C'est en cela que la langue est doublement importante, en tant que support et en tant que contenu de la culture. Les langues nationales sont déjà utilisées à l'école depuis 1973. À titre expérimental. Et aujourd'hui, vous avez écouté la communication du ministre, nous avons plus de 500 écoles, 1500 écoles qui utilisent les langues nationales. Mais nous avons un noyau dur pour la réforme de notre système, où nous avons 500 écoles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national, et ça couvre 7 langues. Les 5 langues nationales que nous utilisons, Hausa, Germain, Fulfulde, Kanuri, Tamashek, plus le français et l'arabe standard. Nous avons 5 autres langues nationales qui doivent rejoindre les pelotons. Déjà, les Boudouma, les Gourmachama et les Toubou ont leur orthographe, les Tassawak et l'arabe auront les leurs. Et en ce moment, nous pourrons avoir 12 langues nationales à utiliser dans l'école. Chaque enfant va être enseigné dans sa propre langue et en français. Il n'est pas question d'enseigner une langue à tous les enfants, c'est chacun dans la langue qu'il parle à la maison et en français. C'est surtout sur ça qu'il faut que les choses soient clarifiées. Ce scandale politico-sportif à présent, le ministre de la Jeunesse et des Sports a décidé de résilier hier le contrat de restauration du MENA cadet confié à Hajia Balkissa Bormo qui a récemment quitté ce parti pour rejoindre Lumana. Pire, cette décision du ministre est donc entachée d'irrégularité, nous précise Ibrahim Atikere et Sadou Demi. Quelques mois après avoir quitté le parti CPR Inganti pour rejoindre les rangs du parti Lumana, Hajia Balkissa Barmou encaisse les représailles du président du parti. Il s'agit de l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassoum Mokhtar, qui a décidé de résilier le contrat d'un an de la restauration des joueurs du MENA cadet confié à Hajia Balkissa Barmou. Dans la lettre que j'ai reçue hier, on m'a notifié que je devais cesser immédiatement le travail que je fais. Mon travail, c'est quoi? C'est la restauration de l'équipe de MENA cadet. C'est ça. On m'a dit d'arrêter immédiatement et la lettre devait prendre effet en même temps, le même jour, sans délai, sans préavis, rien.
les raisons pour moi ne sont pas valables parce que c'est des raisons que je connaissais et qu'on avait déjà remédié à cela. Et c'était quoi les raisons? On nous a dit que c'est suite au report. Et le report, je pense qu'on avait déjà remédié cela. J'ai même soumis une facture jusqu'à la date de leur départ, du report, de la date du report. Donc je ne vois pas que ce soit un problème. La décision illégale du ministre Kassoum Mokhtar est un abus de pouvoir et s'apparente à une vengeance selon la concernée qui entend user de tous les voies de recours pour entrer dans ses droits. Ce qui se cache, je pense que c'est une décision juste du ministre, rien d'autre. Je ne peux pas accuser X ou Y, c'est juste sa décision. Sa décision elle peut être à cause de mon départ de son parti, parce qu'il a eu le même geste une première fois, dès ma déclaration. Il avait envoyé quelqu'un pour me dire d'arrêter. Ils m'ont appelé au téléphone pour me dire d'arrêter immédiatement le travail. Pour vous comprendre, on peut expliquer cela par le fait que vous avez quitté le parti de Kassoum Mokhtar pour rejoindre le parti Lumana. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Rien d'autre. C'est mon droit le plus absolu. J'ai engagé des dépenses. Et je dois être rémunéré. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai reçu aucun franc. Aucun franc. C'est sur fonds propres que je suis en train de travailler. Donc, je pense que c'est mon plein droit de me plaindre et j'ai fait très confiance à la justice nigérienne. Au lieu de briller par des initiatives comme l'a fait son prédécesseur, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kassoum Mokhtar, s'illustre dans le faux et l'injustice en retirant la restauration du MENA cadet à cette battante dont son crime est d'avoir quitté le CPR Nganti pour rejoindre le parti Lumana Africa, un acte d'une bassesse démesurée à condamner. Direction Zender à présent, ou précisément donc à la société de raffinage Soraz, où les travailleurs nigériens se plaignent de leurs conditions de travail. Une de nos équipes qui a séjourné récemment dans cette zone s'est vraiment intéressée donc à la situation de ces travailleurs. Le reportage est signé Nasser Dantofo et Chebou Guissou. Depuis son installation en novembre 2011, la société de raffinage de Zender emploie des Nigériens à différents postes de travail. À ce jour, ils sont 412 Nigériens qui font tourner la raffinerie. Mais dans quelles conditions? Les gens ont refusé de monter sur le bus parce qu'aucun chauffeur ne veut conduire. Parce qu'on lui a dit que risque et péril. Si ça se gâte, c'est à ta charge. Aucun chauffeur ne veut s'engager. Il a fallu qu'on intervienne. Quel problème? C'est un accident professionnel. Non, même nos maladies professionnelles, si quelqu'un est malade, on utilise ça comme un indicateur de performance. Ils affichent les maladies professionnelles. On est malade, hein? On part se soigner, ou bien il y a un baptême. Chez toi, tu as droit à 2 jours selon la convention collective. Maintenant, ils utilisent ça comme un indicateur de performance. Mais le congé annuel, vraiment, ils ne comptabilisent pas ça. Mais ils comptabilisent le congé de maternité. Donc une femme ne peut pas tomber enceinte, elle ne peut pas accoucher. Maintenant, même les acquis de 1972 de la convention collective, nous sommes en train de perdre ça. C'est quoi? C'est juste les maladies. Là, si tu tombes malade, tu as le droit d'aller te consulter. On te le refuse. Ici, notre clinique n'est pas garnie. On n'a même pas de médecin de nuit. On n'a pas d'infirmier de nuit. Et quand un malade nigérien qui gagne est malade, on le laisse, on ne l'évacue même pas. Alors qu'ici, un Chinois est tombé malade, on dépêche. Moi, j'ai vu, on a dépêché une ambulance à la disposition du Chinois qui l'amène, on appelle un avion qui le prend à 3 heures du matin. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Nous travaillons avec un désespoir et les gens ne font que déserter. Et au finish, vous allez revenir 10 ans après. Ce sont des nouvelles têtes que vous allez te retrouver qui ne peuvent pas prendre la relève pour raffiner. Maintenant, nous sommes démotivés parce qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas un plan de carrière, il n'y a rien. Rien. Et la route est tellement dégradée. Le bus, on part avec des bus qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de frein. La nigéralisation des postes semble être comme l'horizon et à 5 ans d'existence, le statut du personnel n'est toujours pas en vigueur. Les travailleurs, depuis le recrutement, sont stagnés là où ils sont. Ils n'avancent pas. Donc c'est dans ce cas d'idée que le statut du personnel là est important pour effectivement que les travailleurs connaissent des promotions, puisqu'on ne peut pas faire un travail sans promotion, on ne peut pas faire un travail en stagnant. Effectivement, le personnel chinois coûte excessivement cher au niveau de Soraz. Pour un simple exemple, un seul Chinois qui travaille à Soraz doit se rendre en Chine une fois par trimestre. Vous imaginez, rien que les frais du billet d'avion, aller-retour en Chine, 3 fois
par année, ça fait au moins dans les 10 millions. C'est une véritable arnaque qui se dessine au profit des Chinois, affirme-t-il. Un baril de brut coûte $45 en moyenne. Un baril de brut. Si on veut l'acheter, c'est la CNPC qui nous vend ça. Depuis Agadem. Nous achetons, elle vient ici au niveau du terminal. Et la CNPC a détaché les Chinois pour certifier ce brut. On peut vouloir acheter le brut alors qu'on nous envoie l'eau. Et on achète l'eau à la place du brut. Oui, ça se fait. Vous pouvez visiter les tanks qui sont là-bas. Exigez cela que vous voulez visiter les tanks qui ont du brut. On ouvre s'il n'y a pas de l'eau. Maintenant, pour ce qui est des réactifs et pour ce qui est du process qu'on utilise, c'est eux qui font leur commande. C'est eux qui font leur commande, c'est eux qui facturent ce qu'ils veulent. Donc c'est tout à fait normal qu'ils vont dire qu'il y a un déficit financier parce que l'argent est parti en Chine. C'est-à-dire que même l'eau que nous consommions, que nous-mêmes nous traitons sur la traite, nous payons ça. Ça, je vous le dis. Et pire encore, quand ils passent le commande, c'est eux qui ont la majorité de commandes. Le refus de donner à nos dirigeants nigériens la commande sous prétexte qu'ils ne sont pas qualifiés ou un truc comme ça. Tout simplement parce que sous nation, l'eau va à la rivière. Une situation que déplore l'Eurotabac quant aux élus nationaux, membres du réseau des industries extractives, promettent d'en discuter à l'Assemblée nationale au cours des prochaines sessions. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.